2 mots pour introduire la présentation. Ce matin, attendez, je vais aller comme ça direct. Nous avons entendu parler de chronicité et tantôt, Valérie et Annie nous ont parlé aussi de chronicité, de quelles mesures elles prennent et comment ça impacte les caractéristiques de leur clientèle et de leur traitement, et aussi des intervenants, le rôle que les intervenants jouent dans ce contexte-là. Bien, je pense qu'ici, on a une présentation qui s'inscrit aussi très bien dans ce sens-là, où on a un programme de pairs aidants et où la nature même de l'intervention est reliée au statut des intervenants. Alors, en 2 mots, je connais Métadame depuis les débuts. Et vous avez démarré en 99? 99, donc je connais Guy Pierre. Malgré mon âge jeune et dynamique, j'étais déjà en train de faire de la recherche. Alors, je les ai connus au moment où c'était un centre de jour. Et puis ensuite, ils ont développé un programme de logement qu'ils appellent Prometheus. Et à travers ces expériences-là, ils ont été en contact avec la clientèle. Ils en sont venus à vouloir développer un 3e programme qui s'adresserait plus spécifiquement, dans le fond, à ceux qui ont été caractérisés ce matin comme étant la clientèle chronique. Et la meilleure personne pour en parler, c'est Guy Pierre. Alors, je ne prends pas plus de temps pour lui laisser la parole et puis vous revenir un petit peu pour le déranger, présenter quelques chiffres. Alors, bonjour. Je vais me permettre de m'introduire, de me présenter. Alors, effectivement, je suis le directeur, mais fondateur de l'organisme Métadame. C'est arrivé dans un parcours de rétablissement. Donc, j'étais une personne qui consommait, j'ai consommé l'ensemble des drogues qui peuvent exister. Peut-être pas les nouvelles drogues de synthèse, mais disons que j'ai une bonne inventaire de drogues de consommation. Et ma drogue de choix, naturellement, c'était l'héroïne. Et j'ai passé par les traitements de dépendance aux opioïdes, méthadone, pendant plusieurs années, pour finalement arrêter. Et en cours de route, mon médecin, qui était Pierre Lauzon, trouvait que j'avais des qualités qui pouvaient permettre de faire du changement dans ce qui existait au niveau des services. Donc, on a donc créé un centre de jour Entraide pour les personnes qui dépendent des opioïdes en 1999. Et c'est géré entièrement par des pairs. Donc, c'est vraiment unique au monde. On a notre propre centre de jour, on a notre propre centre d'habitation avec des appartements pour la réinsertion. Et l'ensemble des services sont donnés par des pairs. La gestion financière et la gestion, naturellement, du personnel est faite aussi par des pairs. Donc, c'est vraiment unique. Il y a d'autres modèles qui existent à différents endroits, mais les missions et les vocations sont très différentes. Donc, pour ce qui est de donner des services du type qu'on rencontre, c'est vraiment unique. Notre mandat, c'est naturellement d'améliorer la qualité de vie des gens qui utilisent des opioïdes ou qui en utilisaient. Donc, c'est très large. Et c'est aussi, quand on parle d'améliorer la qualité de vie, c'est à partir du moment où ils vont se présenter au centre, à aller jusqu'au service d'habitation. Mais là, tout ce qui a été nommé en service, là, par exemple, carte d'assurance maladie, tout ça, tout ce qui a été nommé, on fait tout ça. On accompagne les gens dans toutes les différentes étapes. Quand les gens viennent chez nous, ils peuvent venir avoir accès au centre de jour s'ils veulent, en tout temps, même si c'est des consommateurs actifs et ainsi de suite, ils peuvent avoir accès au centre de jour. Alors, ça, c'est la particularité. Et naturellement, notre soutien, mais il est fait constamment par des pairs qui sont des employés dans la place. C'est tous des gens qui ont connu la problématique de consommation d'opiacés et de différentes drogues, qui ont réussi à faire un cheminement assez grand pour être en mesure d'être des aidants. Et avec des formations, et une discipline et de la récurrence dans toutes les panoplies de comportement et ainsi de suite, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Donc, on donne naturellement soutien, information et prévention. Naturellement, on a une experte dans le domaine qui est Chantal Perron, qui est une personne qui connaît le VIH depuis des années, qui a été au mentorat à l'hôpital Saint-Luc et qui travaille avec nous. C'est une usagère aussi et que je connais depuis des années, qui travaille avec nous et qui fait naturellement tout ce qui est service au niveau des ITSS, ainsi de suite, l'information et tout ce qui va avec. Elle a occupé le rôle de
agente de liaison dans le projet d'habitation depuis sa fondation. Et dernièrement, on a changé ça et elle est devenue chargée de projet dans le projet de Profan. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un projet de prévention des overdoses avec naloxone qui va être enseigné par les pairs pour les usagers. Donc ça, c'est quelque chose qui s'implante prochainement. La particularité aussi, c'est que quand on travaille, nous, constamment avec les usagers en centre de jour, il faut comprendre qu'ils sont suivis tous à l'externe. Il y a des exigences quand ils viennent chez nous. Ils doivent remplir des conditions. Donc, les conditions, c'est sûr, c'est d'être admissible à une subvention au logement, parce que c'est du logement catégorie 3 là, dans la charte de la Société d'habitation du Québec, c'est du catégorie 3, donc des personnes avec des problématiques importantes et qui ont besoin de services particuliers. Donc, l'ensemble des services qui sont en lien avec leur dépendance ou leur situation de santé mentale, c'est tout fait à l'extérieur. Ce n'est pas nous qui faisons ça, on est des aidants, des pères aidants, et à ce moment-là, on a besoin de travailler en collaboration avec les différents centres de traitement, que ce soit le CRAN, que ce soit Saint-Luc, Ardseul, même Dollard-Cormier, parfois on va faire des références là, et les gens vont aller consolider ce qu'ils font ici. Nous, on travaille beaucoup au niveau du comportement, de l'implication, et de motiver les gens à entrer dans un modèle de changement. Et notre job à nous, quand ils viennent chez nous pour les appartements, bien, c'est vraiment de les accompagner dans les différentes étapes qu'ils ont eux-mêmes identifiées dans un plan de réinsertion. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On les accompagne progressivement. Il y a des gens qui sont dans un objectif d'abstinence, il y en a d'autres qui sont dans un objectif qui n'est pas très défini, et il y en a qui sont vraiment dans un objectif où ils veulent continuer de consommer. Donc, on compose avec ça et on essaie de les amener plus loin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on arrive quand même à faire changer beaucoup de comportements et c'est une alternative différente de ce qui est fait traditionnellement. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que souvent, on dit, bon, on a des pairs dans nos programmes. Nous, on pense qu'il n'y en a jamais assez, puis on pense qu'il faut qu'il y en ait de plus en plus et qu'ils soient vraiment impliqués dans des processus de décision et d'avancement des programmes. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux et tout le monde devrait se doter de cette connaissance-là qui est brute. Et si on sait la diriger et la canaliser, on va être en mesure de faire des belles choses. Nous, en tout cas, on y arrive. Donc, on a naturellement une approche de proximité. On travaille avec des pairs qui font du travail de rue ou du travail de proximité, qui vont aller dans d'autres groupes communautaires, qui vont aller dans les parcs du centre-ville de Montréal, et ainsi de suite, et vont établir des contacts déjà avec les gens qui sont dans la rue, qui sont en situation d'itinérance et qui consomment dans la rue. Donc, on a beaucoup ce genre de personnes-là qui viennent au centre. Et l'objectif, naturellement, c'est de les amener au centre pour qu'on puisse prendre des contacts significatifs avec eux et éventuellement les amener vers une démarche de réinsertion ou de cesser leur consommation, de la diminuer ou d'avoir des comportements plus sécuritaires. Donc, c'est l'objectif qu'on vise avec le travail de proximité. On a eu des périodes où on n'en avait pas pour des raisons financières et on a vu tout de suite des impacts négatifs sur le rendement qu'on pouvait faire au niveau de notre travail. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse le faire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de s'approprier un pouvoir. D'ailleurs, notre Constitution est faite de 12 membres au sein du Conseil et il y a 8 membres là-dedans qui viennent du milieu des usagers. Donc, c'est vraiment un empowerment. On a une consultation à tous les 15 jours au niveau des résidents et il y a un échange qui se fait. Il y a une responsabilisation qui se fait aussi auprès des résidents pour qu'ils collaborent à l'entretien et à tout ce qui se fait au niveau du centre. Donc, il y a des gens qui prennent des responsabilités. Et là, on est à l'étape où on a des gens qui s'impliquent au niveau d'un programme qu'on est après monter pour la prévention des overdoses. On va en avoir d'autres qui vont être impliqués pour donner de la formation et ainsi de suite. Donc, on travaille de cette façon-là et on les implique, on les amène à s'approprier le centre, s'approprier l'organisme. Et c'est vraiment ça qui marche. Le sentiment d'appartenance et l'impression qu'ils sont utiles à quelque chose. Et ça, c'est beaucoup dans leur démarche. Naturellement, on en a qui retournent à l'école, qui finissent leur secondaire, qui vont prendre des métiers. On a même qui sont retournés à l'université. Les liens avec les parents sont pris, ainsi de suite. C'est vraiment une démarche qui est faite auprès de personnes qui ont été souvent très thérapeutisés. Ils ne veulent plus aller en thérapie, ils ne veulent plus voir rien de ça. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, on a une approche qui est un peu différente. C'est des gens qui ont aussi
une répétition d'itinérance in and out de l'itinérance, ou qui vont avoir une itinérance cachée, qui est très souvent ça. Donc, ils vivent une place un petit bout, changent de place, des fois ils sont dans la rue, des fois il y a une petite passe ou un peu plus d'argent, ils vont avoir une chambre d'hôtel. Et puis, c'est beaucoup des gens qui sont dans un cycle comme ça, qui est répétitif depuis des années. On voit qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'hépatite C, ça fait 15 ans, 20 ans. Et nous, notre job, bien, naturellement, c'est de les amener vers des situations où ils vont vouloir choisir de se faire soigner et naturellement d'améliorer leur qualité de santé. On n'est pas un centre, en passant, on n'est pas un centre de distribution de matériel. Par contre, on en a. Les gens, ils savent qu'on en a, ils savent qu'on n'est pas un centre de distribution, mais on va dépanner quelqu'un qui en a besoin plutôt que de le laisser utiliser des seringues malpropres ou ainsi de suite. Donc, on essaie de responsabiliser les gens à ce niveau-là et de fréquenter la ressource adéquatement. Donc, c'est une intervention qui est humaniste et personnalisée. Chaque individu est traité comme individu. On a des couples aussi dans les appartements et ils sont traités non pas en couple, mais en individu lorsqu'il vient le temps de faire de l'accompagnement ou de régler des problèmes, et ainsi de suite. Par contre, ça, c'est une situation qu'on trouve assez difficile parce que c'est des problématiques croisées dans des couples et en ce moment-là, ça devient complexe pour nous autres. On a dû s'amarrer à ça et s'ajuster dans ces situations-là. Donc, c'est une approche pour animer en milieu naturel des activités et des projets collectifs. Alors, ce que je disais, c'est qu'on fait des événements comme maintenant, parce que faut comprendre que Métalarme, ça a pris un certain temps à prendre son roulement puis à embarquer avec toutes sortes de contraintes qui sont arrivées. Mais maintenant, on est vraiment dans un processus où il y a une grande implication des usagers. On a des événements annuels qu'on souligne, où les gens s'impliquent pour y participer, que ce soit le 21 juillet, pour les personnes victimes de la guerre à la drogue, ou le 30 novembre, ou c'est le 1er novembre, c'est-à-dire, où c'est, comment je pourrais dire, la Journée internationale des usagers de drogue. Il y a toutes sortes d'événements comme ça, la Journée du VIH et ces choses-là. Donc, on implique les gens. Les gens viennent de plus en plus se mobiliser aussi pour faire de la représentation dans la rue quand il y a des manifs, par exemple. Comme par exemple, on va avoir le 17, là, on a un groupe qui vont participer à ça. Donc, on les implique là-dedans, aussi dans des activités ludiques, mais beaucoup dans des projets qu'on veut faire. Donc, prévention des overdoses, de naloxone, tout ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Il faut les amener à être actifs, à être impliqués. On voit les gens changer au fur et à mesure qu'ils s'impliquent. On voit les gens rester au même état quand ils ne s'impliquent pas et qui ont de la résistance par rapport au changement. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Donc, il faut maintenant travailler avec eux pour les habiliter à changer leur comportement. Et ça, souvent, c'est de fonctionner avec les acquis. Donc, il y a toujours une situation où tu peux te retrouver, où tu vas perdre ton logement, où tu vas perdre l'ensemble des services que tu as. Et on travaille beaucoup au niveau des acquis. C'est vraiment ce qui est la chose qui les retient, c'est vraiment des acquis. Parce qu'une fois qu'ils ont un logement, qu'ils ont commencé à avoir une meilleure qualité de vie, ainsi de suite, et ils tiennent, puis ils veulent le garder. Donc, ici, beaucoup de statistiques. Je ne suis pas un gars de statistiques, mais comme tout organisme, il faut en tenir. Et puis, j'aime mieux voir le résultat sur le terrain. Mais on peut voir ici qu'il y a eu beaucoup de fluctuations sur le niveau des présences, par exemple. Si on regarde de 2008 à 2009, c'est l'année où on a transitionné d'un centre de jour à devenir un centre de jour, mais aussi avec des appartements. Donc, il y a eu quand même plusieurs personnes. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait à avoir une fréquentation. Et naturellement, c'est dû aussi au travail de proximité qui est très important. Il y a eu une fluctuation un peu plus basse en 2008, c'est l'année où on a déménagé. 2010-2011, on a eu un manque de fonds pour maintenir nos services. Donc, le temps a baissé. OK? Alors, ensuite de ça, on a aussi, si on regarde dans la dernière année, on a eu 3 326 personnes. Donc, on a vraiment une augmentation et naturellement une augmentation au niveau des employés. Vous pourrez regarder, il y a des documents, vous avez les statistiques un peu plus loin. Je ne passerai pas à travers tout ça. Il y a beaucoup d'heures de bénévolat, comme vous pouvez voir. C'est une des choses qui est très importante pour la santé, sinon on ne pourrait pas y arriver. Donc, c'est le projet Prometheus, pour l'instant. Et on pense aussi qu'on va aller plus loin. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses à faire, qu'il y avait des limites au système qu'on avait présentement pour certaines personnes qui devait y avoir autre chose. Il y avait beaucoup aussi la crainte de dire, bon, quand j'ai fini ici, je vais où, je fais quoi? Donc, on a pensé aller un peu plus loin dans ça.
Alors, vous pourrez constater ça un petit peu plus tard. Dans le fond, ce qu'on a fait quand le projet Prometheus a débuté avec le centre d'hébergement, c'était quand même fascinant parce qu'on prend... En fait, vous avez la moitié des gens à peu près qui ont été hébergés qui venaient de la rue, hein? C'est à peu près ça, grosso modo. Et c'est assez fascinant de prendre des gens qui sont dans un milieu assez... où ils sont assez libres, puis de les amener dans un milieu structuré, des appartements neufs, parce que ce que Guy-Pierre ne dit pas, c'est qu'ils ont été chercher les levées de fonds, la construction du centre, dont vous avez vu la photo tantôt, et tout le suivi que ça a exigé de leur part, même des mises en demeure, reconstruction et tout ça. Donc, de faire ça, c'est méritoire. Et ensuite, d'héberger, tu as 22 unités d'hébergement. C'est 22 personnes qui sont hébergées là avec un staff de nuit. Tu as combien de monde? De nuit, j'ai une personne. Le soir, j'ai une personne. Et dans le jour, ben là, on est 4. OK. Je travaille, puis le 4 qui tiennent le programme de jour en même temps et qui font à peu près tout, incluant des préparatifs pour une présentation et des demandes de fonds. Je travaille dans un hôpital. Ce staff-là, nous, ça loge juste quelques bureaux administratifs à la direction. C'est méritoire de pouvoir faire tout ça et c'est aussi intriguant de voir comment ils parviennent à le faire. Et on a beau parler de réduction des méfaits. Ah, c'est pas mon micro. On a beau parler de réduction des méfaits, quand les gens... Puis j'ai fait des évaluations d'autres centres d'hébergement et là, il y a une sorte de... Un des problèmes est aussi les autres qui commencent à consommer, qui refont de la prostitution, qui se chamaillent, et c'est vraiment assez génial que vous soyez parvenus à travers les années à fonctionner. Alors, l'idée, c'était d'évaluer l'implantation. Et tout simplement, c'était d'évaluer le profil des résidents qui étaient pour être admis, parce que personnellement, j'ai jamais douté de Guy-Pierre, sauf à ce moment-là, en me disant qu'avec si peu de ressources, il était pour filtrer les gens qui étaient pour venir et puis qu'il était pour au moins essayer d'avoir ceux qui fonctionnent le mieux pour ne pas se casser la gueule. Et c'est pas ça qu'ils ont fait. Et c'était aussi de consulter les gens qui résident là parce que c'était aussi un défi de voir comment ça se passait pour eux. Il y a quelque chose d'intriguant, on les prend. Puis là, on leur donne un logement flambant neuf. En fait, il y en avait un super beau. J'avais un œil dessus. Mais c'est neuf, c'est super beau. C'était super bien fait. Alors, là, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais il y avait quand même 247 demandes. Écoutez, vous ouvrez des appartements neufs, super. Alors là, il y a eu les demandes qui ne correspondaient pas aux critères d'admission. Il y en a qui ont été admises, qui ont fonctionné. Eux, il fallait qu'il y ait un problème avec les opioïdes. Il fallait qu'il y ait un suivi pour le problème des opioïdes. Il fallait qu'ils soient éligibles pour l'aide au logement. Alors, il y en a qui ont été écartés à ce moment-là. Puis, dans les 38 demandes acceptées, bien, il y en a 10 seulement qui ont été refusées. Puis là, je veux rapidement vous dire, dans les 2 premières années, ceux qui ont été acceptés, comment ils se décrivent, bien, c'était surtout en 30-49, plus de 50 ans. Il y a quand même 17 hommes, 11 femmes, surtout des gens qui venaient de Montréal. Problème de santé auto-rapporté, 14 avec hépatite C, 1 VIH, problème de santé mentale, 13. C'est pas facile de fournir des services à ces gens-là. On a fait des focus group, un focus group avec 7 des résidents, puis des entrevues individuelles pour avoir leur point de vue. Et dans la littérature sur l'hébergement transitoire, plus spécialement, on pense beaucoup à ce qui est abordé quand on consulte les usagers, c'est durée de séjour, services offerts, relations avec le personnel, autonomie des résidents. Ça, c'est les thèmes qui reviennent souvent. Et dans nos analyses, on a essayé de voir comment ça se profilait. Puis, quand on demandait la satisfaction, écoutez, ça, c'est pas surprenant. Accès à un appartement neuf et propre à prix abordable. Comme par hasard, ça revenait en premier, spontanément. Relation avec les pairs intervenants, c'est revenu. Là, il nous reste combien de temps, Jean-Marc? Je ne suis pas sûr, je peux lire les dizaines de minutes. Je pense que je vais... Parce que j'avais des transcriptions, mais je pense... En tout cas, je vais vous juste paraphraser. Ils aiment beaucoup
Les intervenants sont disponibles. On peut, pas de liste d'attente, on peut les appeler. On a oublié notre clé, des trucs banals, puis d'autres questions. Accessibilité aux pairs intervenants et aux services. Code de vie et autonomie des résidents. Ça, par contre, il y avait beaucoup de questions, puis j'ai évalué des unités dans les hôpitaux un peu. Avant même, je te le disais, ça, c'est ce qui va accrocher, parce que quand on applique un règlement, en général, les gens vers lesquels on sévit, ils sont d'accord en principe avec le règlement, mais pas pour eux. Et ce qu'on avait comme commentaire, c'était « oui, mais il ne faudrait pas uniformiser. Oui, mais il y a des situations particulières. Il n'y avait pas de raison de faire ça à moi. » Et je me souviens, c'était un des gros points. Mais si vous venez chez nous sur les unités aussi, règlement sur la cigarette, toute forme de règlement, c'est souvent là que ça accroche au niveau de la satisfaction. C'est pas banal parce que c'est souvent ce genre d'irritant-là qui fait que ça dérape puis que ça prend une ampleur. On l'a vu nous-mêmes dans les entrevues Focus Group que ça accrochait souvent là. Par contre, quand on regarde, en fait, code de vie, autonomie des résidents, ça, c'est revenu souvent. Peut-être que je pourrais me risquer... mais peut-être on parle de chronicité, durée de séjour, parce qu'il y a un maximum de 3 ans. Et durée de séjour, ça, parce que c'est transitoire, ça prend fin, c'est maximum 3 ans. Après, oui, OK, je suis supposé d'avoir étudié ou d'avoir un travail, mais ce n'est pas évident. Je ne sais pas, moi, si dans 3 ans, je serai capable de travailler, d'avoir un appartement pas cher. Ça m'inquiète bien gros, le après ici. OK, vous avez bien vécu dans les appartements à 700, 800 pièces pour 200 pièces. En fait, c'est ce que vous chargez, 200 $. Mais après, c'est tombé de haut. Je vois l'avenir bien noir. Je n'ai pas l'impression... J'ai l'impression que c'est collé. Je n'ai pas l'impression qu'il y aura une suite. Après les 3 ans, après les 3 ans, on fait quoi? Qu'est-ce que je vais faire après? Quand on arrive ici, pour la plupart, on n'a pas d'appartement, on est encore junkie ou à peu près. Moi, ça m'a pris 6 mois à me dégeler et après ça, 6 mois pour m'adapter. Ma première année, je ne la compte pas comme une recherche d'emploi, je ne la compte même pas comme un retour à l'école possible, je la compte pour juste revenir sur Terre. Après ça, tu as 2 ans et tu fais quoi? Un cours qui dure 1 an et demi, puis il faudrait que tu le fasses tout de suite, c'est serré. Je vous lis ça, je ne lis pas tout, mais ça va dans ce qu'on entendait tantôt en introduction, quand on parlait de chronicité. Puis ça va aussi dans les mesures que vous avez prises pour donner suite à cette expérience-là. Et je pense que je vais... écoutez, ça, tu pourrais poursuivre. Alors, quand je vois des tableaux comme ça, bien, c'est clair que je ne passerai pas à travers le tableau. Vous êtes tous très instruits, vous êtes en mesure d'interprétation. Puis si vous n'êtes pas capable de les interpréter, venez me voir après, puis je vais le faire pour vous. OK? Alors, les défis. Donc, on va parler tout de suite des défis. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a amené des petits points que moi, j'ai oubliés. Et là, je vais en faire des précisions. Alors, les problèmes de santé mentale, c'est sûr que c'est un défi pour nous autres. Quand on a commencé ça, on ne pensait pas à ça. Pas du tout. On n'avait pas anticipé qu'on aurait ça. Mais maintenant, on compose avec ça et on peut vous dire qu'on commence à être pas mal bon à voir où les gens sont et ainsi de suite et d'être capable de les référer aux bons endroits. Ce qui est aussi très important, c'est qu'avec une petite équipe comme on est, c'est l'épuisement des employés. Donc, ça demande toute une articulation pour être en mesure de fonctionner et s'assurer que le personnel est bien et poursuit. Et je peux vous dire, on a une équipe solide et puis on prend soin de chacun de nous pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui va tomber en burn-out et ainsi de suite. Donc, c'est des grands défis. La salubrité des appartements, d'avoir les gens qui prennent soin de leur appartement. On ne savait pas qu'on devrait enseigner aux gens comment entretenir un appartement parce qu'on pensait tous que tout le monde savait ça. Alors, c'est des affaires où on a dû s'adapter. Gérer les problèmes de couple, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est assez compliqué. Durée de séjour... ah oui, c'est assez compliqué. Alors naturellement, bien ça, on s'est associé... on s'est associé avec des spécialistes, donc des thérapeutes en gestion de crise pour couple. Alors ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'il y a toujours des zones grises qu'on rencontre pour toutes sortes de raisons. Travail du sexe, vente de drogue, travail en dessous de la table. Tu sais, les gens ils ont bénéficié d'une subvention, puis ainsi de suite, puis ils sont sur l'aide sociale, puis là tu te rends compte qu'ils en font peut-être 3 fois plus qu'il faut. Alors c'est toutes des choses qu'on doit composer avec et ça demande beaucoup de doigté.
Naturellement, je voulais revenir sur le point de la durée de séjour. On a finalement observé justement le fait qu'il y avait des gens où c'était très compliqué d'en arriver, où ils avaient entrepris, par exemple, de prendre un cours, un métier, et ainsi de suite, et là, ils arrivaient à leur fin de séjour parce qu'on en a, par exemple, ça a pris 2 ans avant qu'ils commencent à s'embarquer dans un projet de changement. Et là, il a fallu, on a légiféré au sein du Conseil pour autoriser jusqu'à 5 ans, si le besoin est, s'il y a vraiment une démarche qui est entreprise. Alors ça, c'est une chose qu'on a fait. Et puis, naturellement, le succès, c'est de terminer le cours, les diplômes pour les gens, trouver un emploi, préserver, malgré l'embûche, les difficultés, compléter leur traitement d'hépatite C, parce que 90 ont un traitement d'hépatite C à faire. C'est d'être capable de fonctionner d'une bonne façon, de donner du bénévolat, de s'impliquer, tout ça, de stimuler les gens pour ces choses-là. Alors, c'est tous des choses où on essaie d'impliquer les gens. Et comme j'ai mentionné tantôt, on a des nouveaux programmes aussi, des nouveaux projets auxquels on a de plus en plus d'implication de nos pairs qui demeurent chez nous. Les programmes, bien, on dit toujours ne jamais favoriser le tout inclus. Donc, c'est vraiment l'action des gens qui fait qu'ils avancent. Nous, on accompagne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut inculquer aussi aux pairs qui travaillent avec eux. Souvent, ils ont un jugement qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire, drastique que la normalité des gens par rapport à leur père. Alors, donc, il y a toute une éducation à faire à ce niveau-là. Et ça fonctionne. On arrive à fonctionner. Les gens se rappellent d'où ils viennent. Après ça, bon, on a des défis. C'est rendre les résidents, ils n'ont pas de compte de banque. J'ai entendu ça tantôt dans la présentation. Il y a toutes ces choses-là qu'on fait, que je vais vous dispenser d'avoir tout ça. C'est un encadrement léger. Les gens vivent en milieu. Donc, c'est pas fermé. Oui, il y a quelqu'un à la porte le soir, mais il vient des gens, il sort des gens. Des fois, on ne sait pas trop. On les connaît pas mal. On connaît les vendeurs dans le coin, et ainsi de suite. Fait qu'on est pas mal au courant de ce qui se passe. Mais c'est vraiment là que ça se passe. Puis ceux qui réussissent à contrôler leur consommation ou à cesser leur consommation à l'intérieur de ce projet-là, bien, ils ont des bonnes chances de pouvoir poursuivre dans le temps parce qu'ils vont partir avec plus d'éducation, avec plus de solidité, ils vont se faire confiance et ils vont être en mesure peut-être de relever le défi de se joindre à la communauté d'une façon normale. Donc, on les implique à différents niveaux pour que ça se passe. Nos recommandations. L'évaluation d'une implantation nécessite une présence constante de l'évaluateur. Donc, ça fait des années qu'on a Michel et je vous le passe. Oui, mais juste, là, je vais faire ta job. Là, OK, c'est beau. Au lieu de parler d'évaluation, c'est prévoir des ressources pour soutenir les besoins de 2 types de résidents. Je pense que tu as escamoté ce qui est comme la clé aussi de notre présentation, mon cher. Oui. C'est ce que tu... C'est l'étape suivante. Et peut-être, moi, je te laisserai toute la place pour parler de ce que vous êtes en train de faire parce que c'est vraiment intéressant. Puis ça démontre aussi que on ne peut pas nécessairement évaluer, comme on disait ce matin, en 6 mois ou un an même, un travail qui demande des années à s'établir. Puis je te laisse la place pour finir là-dessus. À l'étape où on est rendu, oui, effectivement, on a légiféré pour qu'il y ait 5 ans, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes que, bon, on ne pense pas que le retour au marché du travail va être là, on pense pas, mais on voit qu'il y a une amélioration de leur qualité de vie, qu'ils sont stabilisés, qu'ils vont bien, et ainsi de suite. Mais ils ont besoin d'une chose, c'est prendre contact avec quelqu'un régulièrement pour valider leur situation. Et c'est anodin des fois, c'est juste une lettre qu'ils ont reçue ou des choses de même. Alors donc, on prépare un projet, on commence la construction au mois de mars, on commence à creuser au mois de mars. Ça va être un édifice avec 6 logements où on va avoir un bureau, une salle de rencontre. Et les gens qui vont avoir plus de difficultés, qui ont besoin d'avoir ce type d'hébergement-là, avec un soutien communautaire, mais prolongé, sans date de fin. Alors, on va avoir des gens qui viennent du 3 ans et puis qu'on pense qu'ils peuvent aller là et on va les diriger vers ces appartements-là. Naturellement, toujours gérés par les pairs. Alors, c'est vraiment ça qui est le punch pour le reste.